Bonjour les Balmanais, bonjour à tous ceux qui nous regardent un peu partout en France, parce que là on a du Gard, on a du Toulouse, on est sur un thème aujourd'hui pour ce nouvel épisode de nos aventures. On est sur de l'économie circulaire solidaire, on est sur des associations qui se tendent la main, qui s'aident un peu partout, et on est très très content. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, vous les voyez à l'écran, d'accueillir Laurent, qui est de Canet Partage, Emmanuel Waxman, mon complice adoré journaliste, Philippe Ventura de Rhône Ecoteam et Xavier Chenin qui représente aujourd'hui le World Cleanup Day. Bienvenue à tous. Merci. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle un peu plus de Balma et de ce qui s'y passe, mais pas que. Peut-être on va commencer par une rapide présentation de vous. Philippe, peut-être veux-tu bien commencer ? Oui, volontiers. Donc moi je suis Philippe Ventura, je suis ambassadeur de Rhône Ecoteam sur Toulouse. Notre credo c'est je cours pour un monde plus propre. L'objectif étant de pouvoir sensibiliser à la protection de notre environnement de façon ludique via le sport. On s'adresse à tous. Super, merci beaucoup. Xavier, parle-nous un peu de toi. Écoute, moi je suis ambassadeur pour le World Cleanup Day. Donc c'est la journée mondiale de nettoyage de la planète. Cette année, c'est le 18 septembre 2021. Mettez bien cette date dans vos agendas. Pour la région toulousaine. Et puis on est toute une série d'ambassadeurs à vouloir sensibiliser à travers le ramassage des déchets sauvages. Super. Laurent, peut-être. Oui, bonjour. Donc, je suis Laurent Gauthier, je suis du Gard, je suis fondateur de l'association Canet Partage. Et donc, K, parce qu'on est tous des cas, tous uniques, tous différents. Net, parce qu'on travaille par Internet pour que la planète soit nette. Et le partage, normalement, ne devrait pas s'expliquer. Non. Moi, pour la blague, juste une fois, je suis là en tant qu'animatrice, mais aussi en tant que couteau suisse, comme je l'affiche en ce moment même sur l'écran. Couteau suisse à Balma, dans la région Occitanie, en faveur du World Cleanup Day, bien sûr, depuis plusieurs années, aux côtés des amis ambassadeurs Marie Tourbillon et Bertrand Sautreau, que l'on embrasse très fort, et puis très, 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 très engagé, motivé sur le sujet, vous le voyez autour de ma tête, de l'économie circulaire au quotidien, et puis plutôt de proximité. Voilà. Et notre ami Emmanuel. Ah, c'est à moi de parler. Bon, très bien. Ah bah oui. Moi, je trouve ça intéressant de commencer par faire une présentation. Alors, vous l'avez fait rapidement de vous-même, mais de vos associations. Et en quoi vous cherchez, alors, a priori, une synergie tous ensemble, puisque le Rhône Ecoteam, Canet Partage, dont on a déjà entendu parler à Balma, puisque lors des différents clean-up, je sais que certaines, les canettes repartaient chez Canet Partage. Enfin, voilà. Est-ce que vous pourriez présenter votre action dans sa globalité ? Puis après, on essaiera de voir localement peut-être ce que vous faites plus précisément. J'ai un exemple simple, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Laurent Gauthier est venu. Il devait venir l'année dernière, à peu près à la même période. Ça a été annulé pour cause de pandémie. Et cette fois-ci, ça s'est fait. Ça a été très, très compliqué. J'avais prévu un événement où je proposais aux gens de courir. Bon, c'était sur Fonsord. Ça n'a pas pu se faire sur Fonsord parce qu'au dernier moment, pour des raisons liées à la pandémie, ça a été annulé. Donc, du coup, les contacts que j'avais pris avec le journaliste local n'ont pas pu se faire. Et j'ai réussi, et ça, c'est là où c'est remarquable. Enfin, c'est pas, je me mets en avant, mais c'est les personnes que j'ai réussi à rencontrer dans ma démarche d'essayer de remplir l'agenda par rapport à la venue de Laurent. En fait, grâce à une synergie, grâce à des contacts en réseau, on a pu rebondir très rapidement et se retrouver à l'école primaire de Brax. Et Carole, qui nous a accueillis, elle est remarquable, elle est facilitante, elle est enthousiaste. C'était superbe. Et cette qualité-là, ces caractéristiques-là, en fait, je les ai retrouvées également sur les autres personnes qu'on a contactées pour planifier le rendez-vous de Laurent. Et on s'est dit qu'il fallait pas le laisser comme ça, qu'il fallait pouvoir essayer de faire en sorte que les gens se retrouvent davantage.
parce qu'il y a plein de belles choses à faire. Et les canettes, mais pas uniquement les canettes, ça peut être aussi pour des vêtements, ça peut être aussi pour des capsules de café. Enfin voilà, il y a plein d'objets qui permettent à différentes associations qui sont en attente de dons pour pouvoir réaliser leurs projets et de pouvoir faire des points communs, des points de collecte qui leur permettent de se rencontrer, de créer des contacts. C'est quelque chose qu'on a envie de mettre en avant. Je sais que Sophie sur Balma avait fait un document qui était superbe, que j'ai pas eu le temps encore d'exploiter, mais j'ai envie de faire la même chose un peu sur Fonsorb avec des. Je le mettrai en commentaire pour donner des idées à ceux qui nous regardent. C'était vraiment bien. Et voilà, c'est l'intelligence collective, c'est essayer de faire en sorte que ce qui marche bien d'un côté puisse être répété et se faire ailleurs. C'est les expériences des uns qui enrichissent la réalité de tous, quoi. Voilà. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on travaille en réseau et en fait, on est des associations qui aident d'autres associations. Typiquement, sur l'événement de Brax, on avait réservé une surprise, on n'avait pas prévenu le bénéficiaire, qui est une association balmanaise qui s'appelle les Amis de Fambine. Et on n'avait pas prévenu la personne qu'on allait lui remettre un chèque qui correspond à 500 000 canettes quand même. On s'était juste assuré que la personne qui allait représenter l'association serait présente et elle a eu la surprise que Laurent Gauthier lui remette le chèque. Donc, on travaille en réseau, entre associations solidaires et puis surtout en termes d'économie circulaire. On fait en sorte que ce qui se retrouve normalement à l'incinération ou à l'enfouissement, parfois, si jamais c'est mal trié, ben en réalité, on les met de côté et puis ce sont des associations qui les valorisent et puis qui financent des projets écoutez, complètement formidables pour les enfants, pour des handicapés, quoi. C'est quand même quelque chose de très, très costaud. Juste, je vais dire, bon, je dirais pas de gros mots, mais c'est quelque chose que j'ai plaisir à dire parce que c'est vraiment la réalité. On a un peu des sorciers ou des magiciens. On ramasse des M, 4 points de suspension, et avec, en fait, on le transforme en bonheur. Pouvoir aider des enfants grâce à nos différentes activités, aider des enfants à partir de déchets, ben, c'est inimaginable. Je veux dire, jamais de ma vie, j'aurais pu penser un jour pouvoir dire ça. Et pourtant, c'est la réalité, c'est ce qui se passe, quoi. Parfait. Et on va peut-être écouter. Laurent, typiquement, avec ces canettes, je suis sûre que tu vas pouvoir nous donner de beaux exemples de réalisation parce que tu soutiens des enfants vulnérables, enfin ton association et tes bénévoles, entre autres. Alors, par exemple, j'ai entendu parler de chiens d'aveugles. Oui, alors en fait, moi, je suis malvoyant. On a créé l'association Canet de Partage en 2006 avec les enfants du conseil municipal des jeunes. Ça devait durer en fait 3 mois. Aujourd'hui, on est en 2020. Ouais. On est en contact avec des gens dans toute la France. On a ouvert des points de recyclage dans plein de sociétés de recyclage partout dans toute la France. Et le but, bien sûr, c'est que toutes ces petites canettes qui n'allaient pas dans le bon circuit du recyclage ou qui terminent leur vie dans la campagne, dans la mer, dans les océans, les rivières, puissent être chopées, être recyclées, être valorisées. Et toutes ces petites sommes d'argent, en fait, sont mutualisées et ça permet d'aider à l'achat d'un chien guide d'aveugle. On a mis 3 ans les premières années pour financer et choper 20 000 euros. Quand on a rencontré Océanie, en fait, qui était de Besançon, on l'a rencontrée au Pont-Neuvot, au Mondial du Quad, en Bourgogne. En fait, on l'a rencontrée, elle était non-voyante, malentendante et atteinte du syndrome d'Alström. Donc, c'est une maladie assez rare, orpheline et très, très, très pénible à gérer et à organiser au niveau de la vie d'une jeune fille, on va dire. Aujourd'hui, elle a 25 ans, elle a un master de musicologie. Elle travaille le clavecin comme pas possible. Et puis, elle travaille dans différents opéras de France. Donc, c'est vrai que pour faire court, en fait, le fait d'avoir rencontré en vrai cette jeune fille, ça nous a ouvert les yeux dans tous les sens du terme. Et vous avez bien compris qu'en tant que malvoyant, c'est pas si simple que ça d'ouvrir les yeux pour voir les choses. Mais en soi, en fait, le projet se voulait universel. On s'est dit, on ne veut pas garder ce projet uniquement pour les personnes déficientes visuelles. Donc, on a payé des tricycles pour les enfants trisomiques. Parce qu'un enfant trisomique n'a pas la notion du relief et de la vitesse et du danger. Du coup, les minots, en fait, ils avaient une corbeille devant, une corbeille derrière. Ils ramassaient les bouchons d'un côté et les canettes de l'autre. On a financé plein de projets. On a payé des rails de transfert pour des enfants atteints d'IMC.
On a payé des AVS pour des personnes qui sont en fac de droit à Montpellier pour les travaux dirigés. On a aidé des milliers et des milliers d'enfants. On a aidé des associations comme les Restos du Cœur, comme la FM Généton, comme Grégory Le Marchal, comme l'association ELA, comme la Croix-Rouge. Voilà, donner de l'argent à l'UNICEF, ça permet aussi de vacciner des milliers d'enfants. Donc c'est vrai, comme dit Philippe, en fait, c'est avec ce gros déchet, en étant très poli, qu'on arrive aussi à donner, à sauver des enfants. Et le mot fort, il est sauver, c'est terrible, quoi. C'est quand on se rend compte que ce déchet, en fait, a pu sauver des enfants, il a pu aider des enfants, il peut soutenir des familles entières. On a aidé des écoles, des hôpitaux, des parents qui font partie d'aucune association, qui supportaient et qui vivaient le handicap et la maladie de leur enfant. Il y avait des parents qui récupéraient leurs enfants, qui sortaient d'institutions parce qu'à partir de 16 ans, en fait, l'enfant considéré en tant que jeune adulte, du coup, il se retrouvait à la maison. Donc, c'était plus le petit garçon, la petite fille qui faisait quelques kilos. D'un seul coup, en fait, il se retrouve à faire 30, 40 ou 50 kilos. Donc, il faut réhabiliter, en fait, toute la table à langer, toute la salle de bain, avoir un lit médicalisé. Enfin, en fait, cette petite boîte en métal, elle va bien au-delà de cet euro qu'on peut récupérer ou ce dixième de centime d'euro. La démarche, elle est ludique. Et en fait, nous, on n'a pas de bénévoles. On part du principe que tout le monde est volontaire. Parce que pour revenir à ce que dit Philippe et Xavier, le fait de mettre les mains dans les gants pour ramasser la faut vraiment être volontaire et le faire avec le cœur. Et pour être précis, tu parlais du conseil municipal des jeunes. De quelle commune il s'agissait à l'époque où vous avez créé Canet Partage? Alors le projet, je peux vous le développer? Oui, bien sûr. Le projet, en fait, ça rentrait dans la profession de foi des enfants. C'était protéger l'environnement et aider les personnes en situation de handicap. Du coup, moi, j'ai des lunettes qui simulent ma vue. Donc, j'ai présenté cette paire de lunettes en fait, que les 33 enfants ont posée sur le bout du nez. Philippe, je te rassure, c'est comme partout en France. En fait, les gens rigolent parce qu'ils s'amusent à porter des lunettes qui font que, d'abord, on n'a pas l'habitude de porter des lunettes, donc ça fait une drôle de bouille. Hein. Et puis, en plus, c'est vrai que le monsieur, finalement, il voit tout flou. Tiens, c'est trop bizarre, quoi. Et puis, en soi, ces lunettes, en fait, ont fait montrer le fait que ces enfants ont, tous les 33 personnes, en fait, ont levé les mains. Ils ont tous validé le projet. Et c'était une première, on va dire, dans cette ville parce que les 33 gamins ont levé la main pour cette belle démarche. Et du coup, ça a permis de vendre le bébé aux 33 élus adultes qui ont validé le processus. Donc, on a été visiter l'école de chien guide de Aise. On a rencontré des gens qui venaient récupérer leurs chiens. On a rencontré des vétérinaires, on a rencontré des éducateurs, éducatrices. Ils ont pu échanger avec ce monde de la malvoyance, de la non-voyance et de l'éducation des chiens guides. Et les gamins, en fait, il y en a qui n'avaient jamais été à la mer. Donc, en fait, ça a été une émulation depuis le premier jour où j'ai rencontré ces enfants du CMJ. C'était en 2006, ça devait durer 3 mois. On est en 2020. Et c'était dans quelle ville? C'était à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Dis donc. Est-ce que tu peux rappeler combien ça coûte d'élever un chien guide d'aveugle et d'arriver à en faire un chien efficace? Alors, un chien, il pleuvait dehors, en fait. Ma femme a été vite chercher le linge. On vient de l'avoir passé, la pauvre Valérie. Salut de notre part. Elle est gentille. Et en fait, un chien guide d'aveugle, ça coûte entre 15 et 20 000 euros. À savoir qu'il y a, entre 18 et 24 mois de formation entre la famille d'accueil qui subit un petit peu tout ce que le bébé chien fait, hein, manger les fauteuils, faire pipi partout. Il y a tous les frais de croquettes et les frais de vétérinaire. Et il faut savoir en fait que ce chien, il est donné à un enfant ou à un adulte. En fait, ce chien appartient toujours à l'école jusqu'à son décès. Et à partir du moment où le chien enlève son harnais, à partir du moment où on enlève le harnais à ce chien, le chien devient autonome et devient, libre. Mais il ne faut jamais caresser un chien guide d'aveugle quand il est au boulot, quand il a ce harnais. Il ne faut jamais lui donner à manger. Il est réglé comme du papier à musique pour qu'en fait la personne qui est non-voyante ou malvoyante en fait, puisse vraiment avoir une parfaite confiance. Il y a vraiment une osmose entre le chien et l'humain, à savoir qu'en fait ce chien peut lui sauver la vie et plus d'une fois dans sa vie en fait. Et je pense qu'il est important de rappeler, je le rappelle personnellement parce que des fois on voit des situations où se présentent des cas de figure en particulier. Les chiens guides d'aveugle ne peuvent pas être refusés dans tout commerce, dans tous les lieux publics.
On est obligé de les accepter. Il y a encore des lieux où on refuse, je sais, des fois, des personnes. Voilà, je préfère. Donc c'est vrai qu'on ne voulait pas rester enfermé dans cette bulle, en fait, hein, puisque déjà, nous, avec notre handicap visuel, on est forcément déjà enfermé dans notre bulle, dans notre monde et dans notre espace-temps, on va dire. Donc c'était important de développer ce projet. Donc on a fait un petit peu le processus de l'escargot. C'est un petit peu quand on tombe, hein, on va dans un centre de rééducation et on se fait mal. Et en fait, on a grandi le périmètre de sécurité, il est sécurisé, on a grandi, il est sécurisé, on a grandi. Et du coup, en fait, on est parti du Gard et on va dire que maintenant, on se promène sur presque tout le territoire, quoi. Je voudrais faire un petit coucou, saluer une famille balmanaise, Dominique et Véronique Bûchereau, parce qu'ils ont aussi accompagné pendant plusieurs années un chien guide d'aveugle, enfin qu'il puisse devenir autonome. Ils ont fait un super boulot et Jordi, de mémoire, ou Joby, était super, mais ça n'a pas été jusqu'au bout pour des raisons de train arrière, je crois. Mais en attendant, bravo à eux parce que c'est un vrai engagement pour les éducateurs. Ouais. Et on peut saluer le travail du Rotary parce que c'est aussi beaucoup le Rotary qui, localement, en tout cas à Alma et à Toulouse, pardon. Et ailleurs. Oui, les clubs services sont très, très, très engagés dans ces processus et heureusement qu'ils sont là, tous ces clubs services, parce que ça permet de faire avancer les choses des fois 10 fois plus vite, en fait, hein. Et alors, vos démarches à tous, finalement, est arrivé donc à regrouper donc des actions formidables telles que celles que tu viens de décrire, et en même temps l'économie circulaire, c'est-à-dire la sauvegarde de notre planète, le zéro déchet à terme. C'est ça aussi qui est peut-être intéressant et qu'on oublie parfois, qu'il faut souligner, parce qu'on voit on parle beaucoup des clean-up, parce que c'est vrai qu'on en depuis 2-3 ans, même maintenant, il s'en fait régulièrement. Mais ces actions donc sont toutes en synergie avec des actions, des bonnes œuvres, j'allais dire, quelle que soit la cause. Alors, l'économie circulaire qui est écrit juste derrière moi, c'est très pompeux parce que là, nous, parce que c'est très, très large, l'économie circulaire a commencé, enfin, ça va jusqu'au bâtiment, etc. Enfin, c'est penser à un produit depuis sa conception jusqu'à comment va-t-il finir pour avoir un impact le plus minima possible. Donc, nous, on n'est pas sur de l'urbanisme, hein, par exemple, mais en tout cas, c'est de l'économie circulaire. Il manquerait solidaire en dessous. Et c'est vraiment ça notre envie aujourd'hui. C'est le colibri un peu plus, et donnons-nous la main pour pouvoir faire profiter dans nos actions de récupérer un peu plus pour les autres et encore une fois que ça finisse pas à l'incinérateur ou à l'enfouissement. Oui, pardon, Philippe. Non, c'est juste parce que c'est côté inclusion, solidarité. Même si on essaye de faire les choses ludiques chez Rodeco, on a lancé un pari, donc un peu, on va dire, côté sportif, on fait une compétition. Et le pari, c'était le premier arrivé à 10 000 canettes. Lorsqu'on fait nos pluggings, on va un peu sur les fossés, sur les trottoirs, un peu partout. Et donc, l'objectif, c'était le premier arrivé à 10 000. Ça peut paraître beaucoup, 10 000 canettes pour une personne. Mais bon, on a eu un exemple, on a compris quelque chose. Michel Lavocat, c'est un des membres de l'ASSO, un grand sportif. Il a été en contact avec des sans-abri sur Toulouse. Il a été les rencontrer, il a discuté avec eux. Il leur a proposé de ramasser des canettes et ça a matché. C'est-à-dire que par semaine, 150 à 300 canettes nous sont données par des sans-abri. Ils sont très, très contents de pouvoir participer. Nous, on est vraiment fiers de pouvoir les inclure dans notre process. Et c'est Michel qui a gagné le pari, mais au-delà de ça, on a refait un autre challenge de 50 000 canettes aujourd'hui. Et par contre, c'est pas les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qu'on a appris. On est beaucoup plus efficace si on travaille tous ensemble. Et je rajouterais que vous avez partagé des photos avec cette association dont vous parlez, qui fait des maraudes et qui donc a réussi à donner de la valeur dans la démarche pour des sans-abri. Ils se sentent responsabilisés, enfin en tout cas investis dans quelque chose et c'est très important. Et je donne une petite info, sur ces photos, sur vos photos, j'ai tagué une copine de Balma et je lui fais un gros bisou, Kariba Benlarbi. Et elle organise aussi des maraudes sur Toulouse. Et elle a répondu à un commentaire en disant j'ai vu et on s'y engage, on va également rentrer dans ce process. Je la remercie ainsi que ses bénévoles.
Je remercie Sac à dos 31 sur Fonsorbe dans le même esprit, au même moment. Enfin, c'était quelque chose qui a été lancé également. Fondé Maraude sur Toulouse. Sandrine, la présidente, elle est géniale et elle va collecter des canettes et proposer à ses bénéficiaires de collecter des canettes également. Et sur ce petit challenge de 50 000 canettes, ben, du coup, on compte sur les Balmanais parce que comme il y a quand même 3 ambassadeurs Working Holiday sur Balma, ben, on compte sur vous et forcément, on est sur l'ensemble de la région toulousaine et on sait que Balma est une ville qui bouge là-dessus, hein, qui est toujours très active sur des clean-up, sur des choses comme ça. Il y a plusieurs associations hein, qui sont sur Balma. Hein. On a évoqué les Amis de Fambine tout à l'heure. Il y a Solidarité Bouchon 31. Et donc là, ça bouge sur Balma et du coup, on compte sur vous, les Balmanais, pour jouer ce challenge. Il y a des points de dépôt. Sophie est un point de dépôt, en tout cas chez elle. C'est pas très joli à dire, oui. Une bonne tête de point de dépôt. Ça sera dans les commentaires, j'imagine. Mais 50 000 canettes, franchement, on vous le dit, c'est atteignable. On a jusqu'au 31 décembre 2021. On y arrivera. Nous, on en est sûr. Je voudrais ajouter pour les copains de Balma, pardon, ça fait très, très balmanais, mais on est sur Balma 31 néanmoins. C'est pour donner des idées à tout le monde. Je voudrais saluer l'association des parents d'élèves de l'école José Cabanis. Nous, on a 4 groupes scolaires. Un travail de fou. Emmanuel, dans la dépêche, il y a eu un article tout dernièrement extrêmement sympa. Nous nous sommes rapprochés de l'association et ils sont en train de demander à l'école et à la municipalité si on peut avoir un bac de collecte également, pas que chez moi, mais à l'école José Cabanis, donc ça c'est génial. Et c'est tombé ce matin, une commerçante, donc ça veut dire que tout le monde peut faire quelque chose. Après, aller collecter, regrouper, ça s'organisera toujours avec les volontaires. Fanny Rodot, qui est œnologue, et qui est sur le marché de plein vent de Balma, mais également sur Toulouse, etc. Elle s'est engagée à collecter les bouchons liège. Quand les gens viennent lui acheter du vin, elle collecte les bouchons tout simplement. C'est tip top, elle adore et nous aussi. Je préciserai un petit détail sur Gaëlle Francisco, donc, qui organise cette collecte à l'école Cabanis. Ça, c'est intéressant parce qu'elle collecte ce qui ne se recycle pas habituellement. Des emballages plastiques qui ne vont pas dans les bacs de recyclage, je passerai sur les marques des produits qui peuvent se collecter. Et voilà, c'est intéressant, c'est-à-dire on tend vraiment vers le zéro déchet et que aujourd'hui on n'y est pas encore tout à fait, mais je pense que l'objectif sera atteint tôt ou tard. Il y a quelque chose qui est intéressant quand même dans ce que tout à l'heure Laurent disait, moi qui m'intéresse en tout cas, c'est l'aspect pédagogique, parce que tu parlais des lunettes qui faisaient voir flou pour donner un peu l'impression donc aux enfants de comprendre ce que ça représentait. Comment il existe aussi des séances de sport où les enfants doivent se mettre sur des fauteuils roulants pour faire du basket comme s'ils avaient un handicap physique. Dans toutes vos démarches, quel est l'axe que vous voulez prendre pour faire cette pédagogie? Parce que parfois, on a l'impression que c'est de l'entre-soi. C'est-à-dire que les gens que vous êtes sont motivés, vous avez des groupes et des associations qui rassemblent des bénévoles ou des volontaires qui sont motivés, mais la première chose à faire, pour pas que ça devienne un tonneau d'énadaïde, en fait, que vous ramassiez ce que les gens jettent, est-ce qu'il ne faut pas justement insister là-dessus, sur l'aspect pédagogique, aller dans les écoles, aller à la rencontre des gens? Est-ce que vous avez des actions qui vont dans ce sens-là? Oui, enfin moi je travaille sur mon territoire entre guillemets, puisque c'est plus facile pour pouvoir me déplacer, puisque comme je conduis pas forcément que j'organise mon planning, que j'organise mes journées, que ce soit le plus sensé, le plus pertinent possible pour importuner le minimum de monde. C'est ce que je fais depuis plus de 25 ans, puisque je conduis plus depuis plus de 25 ans. Ce que je veux dire en fait, c'est surtout que tout est basé sur la confiance. Moi, je ne conduis pas, donc des fois, le matin, ça peut être quelqu'un qui m'amène, quelqu'un qui me ramène. Peut-être des fois, cette personne, en fait, elles ne peuvent pas se rencontrer, elles ne se supportent pas. Mais en soi, c'est pas grave parce que pour moi, c'est des amours. Elles m'ont aidé, elles me sont super utiles, entre guillemets, parce qu'elles jouent le jeu, elles m'accompagnent, elles me raccompagnent. Moi, j'utilise beaucoup l'art, en fait. L'art plastique, en l'occurrence, et c'est pas un vain mot, puisque, en fait, quand je me suis retrouvé en arrêt maladie, il a fallu que je m'occupe, que ma fille avait 2 ans, elle faisait ses siestes, pour pas péter les plombs, et soit vous sortez la tête hors de l'eau, ou soit vous rentrez la tête dans l'eau et vous ne la ressortez plus jamais.
Et en soi, en fait, j'ai commencé à faire des tableaux avec des petits morceaux de papier. Donc, j'ai commencé à faire du recyclage sans m'en rendre compte. J'ai fait des petits tableaux avec du papier, avec les enfants, dans les hôpitaux, dans différents organismes, en fait, associations et entreprises. Je bosse beaucoup sur la thématique du papier. Donc, mon message aujourd'hui est un petit peu plus virulent qu'au départ, puisque, en fait, moi, je ne pensais pas qu'en faisant des tableaux, ça permettait de recycler le papier, ça permettait d'éviter de couper des forêts et des arbres. Ça permettait surtout d'éviter de couper des forêts, forcément le poumon de la planète, en l'occurrence l'Amazonie qui est en train de brûler comme pas possible. Mon message, en fait, il s'est construit avec les années, avec le temps. J'ai repris confiance en mes yeux. Ma maladie, en fait, au jour d'aujourd'hui, est devenue vraiment un cadeau parce qu'elle m'a permis, en fait, de mettre les pieds dans le plat, mais volontairement. Et des fois, je le fais involontairement et surtout, les gens ne m'en voulaient pas parce que c'est pas ma faute. Mais mon discours, en fait, s'affine au fil des années. Le papier, parce que c'est rigolo et les enfants ne vont pas se blesser avec. Les adultes aussi, et les papis-mamies en maison de retraite aussi jouent le jeu et c'est génial. On peut travailler sur l'autoportrait, on peut faire plein de choses et des thématiques hallucinantes. Sur la silhouette, moi, je bosse beaucoup sur le corps humain parce que ça donne du sens sur les échelles, sur le respect de l'autre, sur la silhouette, sur l'image qu'on révèle, sur l'image qu'on ne supporte pas, sur le corps, sur cette… Là, on est en vidéo, mais je devine un petit peu mon visage, entre guillemets, mais j'ai du mal à voir parce que, en fait, mes yeux vont dans tous les sens. Mais je bosse beaucoup en fait sur la taille humaine, sur le corps humain, parce que ça a du sens. Je bosse aussi sur le bouchon plastique parce que c'est rigolo et les enfants adorent. Moi, j'utilise un petit peu comme des Legos. Ce déchet en fait est un déchet qui est en train de tuer la vie sur la planète. Et moi, je fais des super-héros, je fais plein de personnages avec différents publics. On les met en vie, on les met en scène. Je travaille sur le métal, on fait des petites sculptures, des grandes sculptures. J'ai fait des centaines et des centaines de personnages en canettes. J'ai fait la famille Simpson, j'ai fait des grosses araignées que j'ai offert à des IME, à différentes écoles et différents hôpitaux. Je pensais que ça allait leur faire peur, ça les embêtait. Finalement, non, parce que ça devenait une mascotte quelque part et je faisais des petits personnages, des petits tikis, des tahitiens que j'offrais aux enfants qui passaient en CM2, enfin qui étaient en CM2 pour qu'ils passent en 6e. Je les offrais en fait au CE2 pour qu'ils passent en CM1 ou en CP pour qu'ils passent en CE1. Voilà, j'ai toujours été sur le principe du don, en fait, c'est du cadeau. Moi, j'utilise en fait mes yeux pour travailler, pour créer. Et du coup, le fait d'avoir un monsieur qui ne voit pas très clair, qui finalement arrive à faire des choses précises, les gens en fait sont peut-être éberlués en disant moi, j'ai juste un problème avec un bouton sur le nez et je ne me suis pas bien coiffé ce matin. Et finalement, en fait, je n'ai pas de handicap. C'est juste le fait que mon image ne me convient pas, ne me plaît pas, que l'image que je donne à l'autre. En fait, je voulais juste conclure et de dire, c'est que moi, je pars du principe qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, je fais confiance à tout le monde. Et c'est tellement enrichissant en fait, de faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est ce qui s'est produit ce week-end quand je suis descendu à Toulouse. Je me suis laissé porter par les copains qui ont eu la gentillesse de m'accueillir et de m'héberger chez eux. Ils m'ont aussi quelque part un peu imposé à leur famille. Donc, c'est la magie fait que voilà, toutes ces énergies positives ont fait que tout s'est super bien calculé. Philippe, en fait, avec Xavier, on lui a dit que c'était un Spielberg parce qu'en fait, tout le week-end était ciselé à la seconde près, à la minute près. Chaque visite s'est organisée les unes à la suite des autres. Xavier, dans son coin aussi, a fait son travail et un travail remarquable parce qu'on a touché le sport, on a touché l'éducation nationale, on a touché les études supérieures, on a touché l'handicap et l'inclusion, on a touché l'événement sportif et on a touché surtout, c'est tout bête en fait, mais tout ça, c'est de la communication. Si les gens ne communiquent plus les uns entre les autres, on ne peut plus avancer. Et moi, je reste convaincu en fait que cette pandémie, malgré tous les aléas et les soucis qu'elle a occasionnés et déclenchés sur la planète entière, je vous confirme que j'en suis convaincu, elle a ouvert les yeux des gens sur plein de choses et des valeurs très, très importantes. Oui, on peut le voir comme ça, en effet. Donc, ça a obligé les gens finalement à se parler. C'est ça que tu veux dire quelque part? Ça a obligé les gens à communiquer? Ouais, je pense, j'en suis convaincu. Après, je pense que les gens se sont donné la main, les gens se donnent la main. Je pense que les gens n'ont jamais autant échangé entre eux. Et on revient vraiment aux vraies valeurs. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça a permis à pas mal de monde en fait, de remettre les pieds sur terre. La vraie terre, dans tous les sens du terme. Et pour compléter la réponse de Laurent, je me permets, Laurent, l'aspect pédagogique a fait complètement partie du périple de Laurent sur Toulouse ces quelques derniers jours, puisqu'on est allé dans une classe de CP, on est donc allé dans un lycée avec des enfants un peu vulnérables, et on est allé aussi dans une école de commerce, donc l'enseignement supérieur, pour pouvoir partager donc des publics différents, mais toujours avec une visée pédagogique,
de leur apprendre un petit peu l'importance. Et souvent, on l'a fait sous l'aspect artistique, comme l'a dit Laurent. On a fait des tableaux, hein, par exemple, avec des canettes, des choses assez sympathiques, qui ne sont pas tous encore sortis sur les réseaux sociaux. Il faudra regarder. Mais vous verrez qu'il y avait des trucs incroyables qui ont été faits par les enfants, mais c'était la pédagogie par l'exemple, la pédagogie par le jeu, la pédagogie par l'échange. Et pour ça, Laurent et Philippe, ils sont parfaits. Et si vous voulez voir les images, vous pouvez aller, enfin, si on voit les 3 associations qui sont représentées ici, vous pouvez aller voir sur le groupe Facebook Run Eco Team Toulouse. C'est un groupe qui est totalement ouvert et il y a des choses intéressantes à y faire, à y voir et à y faire. Working Up Day, évidemment, c'est un gros challenge également. Il y a plein de personnes intéressantes et c'est juste génial. Et Canet Partage, il y a le Facebook, il y a le site qui est hyper important aussi. Le site vous permet de voir les différents projets qui ont déjà été réalisés, ceux en cours. Voilà, c'est les 3 moyens de pouvoir toucher nos différentes associations, mais au-delà des différentes associations, moi je ne suis pas dans mon association les plus grosses que la tienne, c'est pas ça. C'est vraiment plein d'associations, plein de particuliers, créer du lien, faire en sorte que les gens se parlent, se touchent, se rencontrent. Et ça, c'est juste, je vais dire jouissif. Hein. Je vais ajouter dans les commentaires de notre interview, je vais ajouter évidemment les liens vers vos sites web et vos Facebook. Pour ceux qui regardent une vidéo Balma 31, peut-être que c'est par nos amis et les réseaux, donc je vais ajouter néanmoins aussi les liens vers les supports Balma 31. Et en parlant du World Cleanup Day, est-ce qu'on connaît la date du prochain World Cleanup Day? Je suis allé voir ce matin sur le site, il y avait pour le moment rien d'annoncé. Est-ce qu'on peut déjà dire quand? Alors, ça dépendra peut-être aussi des conditions sanitaires. Est-ce que c'est en septembre? Enfin voilà. Oui, alors c'est toujours le 3e samedi de septembre. Donc cette année, ça sera le 18 septembre 2021. Et en réalité, c'est sur l'ensemble de la semaine. On choisit une date parce que c'est beaucoup plus facile de communiquer autour d'une date unique. Mais bien évidemment, ça sera aussi la semaine qui va précéder ce samedi-là pour que les entreprises, les écoles puissent participer. Important, hein, les ALAE, les écoles, et les entreprises, ça se fait généralement pour les entreprises autour du jeudi-vendredi. Typiquement, j'en ai organisé dans mon entreprise et c'est aussi très fédérateur. Hein. Et ça permet surtout de mettre à l'honneur certaines associations qui ramassent en réalité toute l'année. Hein, par exemple, sur Balma, je sais qu'il y a plusieurs ramassages toute l'année. Mais là, on se met tous ensemble le même jour, le 18 septembre 2021. Des institutionnels qui vont participer également, qui vont déployer des moyens logistiques pour faire en sorte que ça puisse se mettre en place. C'est tout un monde qui émerge d'un seul coup, mais c'est un travail souterrain à long terme de la part de Working Up Day. Et est-ce que les collectivités suivent votre mouvement dans l'ensemble? Parce qu'on parle du monde bénévole. Absolument. Si on parle du territoire de Balma, par exemple, qui fait partie de Toulouse Métropole, ça marche très très bien avec eux. On a d'excellents rapports. On se met d'accord pour qu'il y ait même des bennes qui soient mises à disposition. On en a encore discuté hier au sein de l'association, dans des endroits stratégiques pour que les gens puissent amener les organisateurs, hein, par exemple des différents clean-up, les canettes, les bouchons, tout ce genre de choses, les plastiques durs, les mégots. Et Toulouse Métropole vraiment joue le jeu. Et ils mettent même à disposition les ambassadeurs du tri, même ils viennent. Les ambassadeurs du tri, ils organisent eux-mêmes des clean-up. Et en fait, ça fait plusieurs années qu'on a un partenariat avec Toulouse Métropole, mais ça démarre aussi sur d'autres agglos dont tu dépends. Hein. L'agglo du Muretin également, ils ont déjà participé quelques années passées, et cette année aussi. Voilà. Après, Catherine, la présidente locale de la région Occitanie pour le Working Up Day, a touché d'innombrables comités d'agglomération. Et je pense que cette année, évidemment, il y aura encore plus de personnes qui vont participer que l'année dernière. Et puis, un petit cocorico quand même, il faut noter que l'année dernière, la région Occitanie a été la première région en termes de participants sur toute la France.
Ça a été grâce au travail de maillage, au travail des autres ambassadeurs que je remercie. Et la Haute-Garonne s'est distinguée. Hein, sur l'Occitanie, c'était plus de 28 000 participants quand même l'année dernière, avec la pandémie. N'oubliez pas que l'année dernière, c'était extrêmement difficile. Oui. Mais en réalité, on a eu plus de participants que l'année d'avant, malgré la pandémie. Donc, il y a une synergie qui est là. Il y a des citoyens qui disent ça suffit. On en a assez d'avoir des déchets dans nos rues, dans nos rivières qui polluent. Et donc, en 2021, j'en suis persuadé, ça sera encore une année exceptionnelle pour l'Occitanie, pour la région toulousaine et pour Balma. J'en suis, mais alors persuadé. Je vais saluer qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui, mais il y a un réseau qui est très sympa aussi, comme quoi les gens prennent vraiment conscience, le Nettoie ton kilomètre. On a, encore une fois, je parle de Balma, on a plusieurs Balmanais qui sont très actifs, et moi je leur tire mon chapeau également. Il y a plein d'autres associations aussi, mais bravo. Il faut dire que le Walking Up Day, en fait, nous, on est des facilitateurs, on n'est pas en général des organisateurs, mais on veut ouvrir la porte à toutes ces associations qui ont envie de participer. Ça peut être un club de sport, ça peut être un citoyen, ça peut être une entreprise, une école, une mairie. Enfin, nous, on ouvre la porte, on donne des outils, et puis à chacun de se prendre en main, d'organiser. Et puis c'est ludique, vous avez certainement participé, Emmanuel, j'imagine, en tout cas en tant que journaliste à minima. C'est super familial, c'est super sympa. Et avec Laurent, parce que Laurent, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il était aussi dans le pôle universalité du World Cup des France, on développe la partie universalité, c'est-à-dire faire en sorte que tout public puisse participer, y compris les handicapés, etc. Donc, on est en train d'y travailler cette année. Nous, on y travaille depuis plus de 10 ans, en fait, sur le Gard, puisque c'est là où on a créé le projet. Et il s'avère, en fait, que toutes ces institutions, les classes Ulysse, toutes les institutions d'enfants et de jeunes adultes en situation de handicap, en fait, sont tellement fiers et tellement heureuses de participer. Eux, en un regard, ils comprennent en fait pourquoi, enfin, ils comprennent pas surtout, mais ils voient ce déchet dans ce massif de fleurs, ils voient ce mégot par terre. Enfin, on montre souvent une personne en situation de handicap parce qu'elle est bizarre, elle est différente, mais finalement, c'est peut-être elle aussi, quelque part, qui a le regard qu'il faut. Et en plus, elles sont souvent montrées du doigt sur le fait qu'elles sont différentes. Et ce qu'il y a, c'est que justement, le fait de les montrer différentes et actrices, et elles le font avec le cœur, elles ne se posent pas de questions. On a fait tellement de ramassage de mégots, de déchets depuis plus de 10 ans, imaginez bien, c'était pas sur Balma, c'était sur notre région, mais en soi, le but, c'est que ça se fasse partout sur la planète. En fait, la finalité de notre démarche, c'est de ne plus devoir ramasser. Pour nous, malvoyants, en fait, ce déchet est un obstacle, c'est un vrai danger. Un emballage de kebab ou de sandwicherie rapide, ça glisse. Le fait de trébucher sur canette, bon, à la limite, ça peut faire du bruit, quoi. Mais si on se retrouve à marcher sur des trottoirs qui débordent de poubelles ou que les poubelles débordent sur les trottoirs, imaginez un enfant avec un chien guide d'aveugle ou une personne malvoyante ou une personne qui a qu'une jambe ou une maman avec une poussette ou une mamie avec une canne ou quelqu'un avec un déambulateur. En fait, là, ça a du sens, ça touche même plus les personnes. Voilà, ça touche vraiment toute la population. Et le but, c'est vraiment que ces déchets, soit ils arrivent dans la bonne poubelle, ou soit en fait, c'est pas un déchet. Oui, c'est un problème encore plus large, hein. C'est un problème urbanistique. Les trottoirs, les accès, etc. C'est quelque chose qui prend forme aujourd'hui en France, même si ça prend encore un petit peu de temps parfois. Mais l'accès aux personnes handicapées aux bâtiments publics n'est pas encore, même si ça va dans le bon sens, et si la ville de Balma, notamment, puisqu'on est sur Balma, investit tous les ans plusieurs centaines de milliers d'euros, en tout cas, sur les mandats, ça prend vraiment toutes les formes, et pas uniquement l'aspect des canettes ou des emballages de kebab, enfin bref. Mon propos n'était pas sur le fait, Emmanuel, pardon, mon propos n'était pas sur le fait que les accès au niveau des handicapés, en fait, c'est surtout une question de citoyenneté, c'est une question de respect humain, c'est une question d'humanité, en fait. Quand la personne elle a mangé son sandwich ou elle a bu sa canette, le but c'est que pourquoi elle la jette par terre, quoi. Il y a forcément des poubelles, il a forcément passé à côté des containers quand il est allé à l'école ou quand il a été au square ou quand il a voulu aller faire du sport. Vous metteriez, 150 cendriers entre le marchand de tabac et, on va dire, la zone aquatique. Si les personnes ne veulent pas jeter leur mégot dans ce cendrier, ils ne le feront pas. Donc, le but, c'est vraiment de toucher les gens aux tripes,
de leur faire comprendre en fait que le message, c'est que ce petit mégot, on peut le recycler, on peut faire du mobilier urbain sur laquelle en plus il peut s'asseoir dessus. Cette petite boîte en métal, on peut la recycler et du coup cet argent peut sauver un gamin, comme cette bouteille en plastique ou ce bouchon en plastique, mais ça peut sauver un gamin en fait que lui connaît, que lui côtoie. En fait, c'est vraiment le fait de déclencher un geste au niveau subliminal en fait. Moi, mon message, il est vraiment là. On ne peut pas donner un message direct parce que la personne, en fait, elle va la prendre comme un ordre ou comme une obligation, on va dire, entre guillemets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de transmettre un message pour que la personne, en fait, réfléchisse d'abord d'elle-même. Parce que si c'est elle qui réfléchit, 80% du boulot, en fait, sera fait. C'est pour ça que je parlais de pédagogie tout à l'heure. Je dirais qu'à la limite, pour nos générations, à part pour les gens qui, comme vous, s'impliquent, c'est presque foutu. En revanche, chez les enfants, moi qui n'es pas d'accord. Non, personne n'est foutu, Emmanuel. Je pense qu'il y a des générations qu'on aura plus de mal dont on aura plus de mal à faire changer j'allais dire les mœurs, en tout cas les habitudes. Mais c'est pas notre boulot. La pédagogie, c'est ça, c'est peut-être que les enfants soient sensibilisés tôt et que ce geste, il soit naturel, de ne pas jeter un mégot par terre, de pas. Moi, quand j'étais jeune, je jetais un mégot par terre, moi je fumais pas, mais ça semblait naturel, c'était pas quelque chose de. Voilà, c'était. Et le recyclage, on n'en parlait même pas. Aujourd'hui, chez les enfants, dans les foyers, ce sont souvent les enfants qui demandent à leurs parents de faire attention au tri, de ne pas jeter leur cigarette par la fenêtre de la voiture. C'est pour ça que je parlais de pédagogie. Bien sûr que tout le monde est touché, toute génération confondue, c'est évident. Mais je pense que la pédagogie est sans doute très, très importante. Et c'est pour ça que l'action dans les écoles et auprès des plus jeunes, que ce soit pour le recyclage, ne pas jeter ses déchets ou de comprendre la différence qu'il peut y avoir vis-à-vis de certains handicaps, ça commence là, ça commence tout petit. C'est pour ça que les deux sujets sont abordés en fait à chaque fois quand on va rencontrer les écoles, les entreprises, les hôpitaux, les associations. En fait, les deux thématiques vont forcément ensemble. Ça a du sens pour la personne qu'on a en face de soi en fait. Sur la diversité de nos actions. Là, la prochaine, c'est 19-20 juin. On va participer, René Cotim, Working Up Day, Canet Partage. On va participer à un 19 et 20 juin à un raid handisport 2021. Donc, c'est quelque chose de novateur pour nous et ça va être un très très grand rendez-vous. Il sera très ludique encore également avec un public très très spécifique et ça va être juste exceptionnel et quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça sera à Nailloux, hein, donc sur la Haute-Garonne. Et un public différent, c'est par exemple, sur début septembre, on va participer sur Toulouse à un pop festival là, qui va toucher plusieurs milliers de personnes. Ce sera donc principalement des jeunes. On va juste participer, mais il va y avoir une grosse sensibilisation sur l'écologie. Qui est fait par les organisateurs de ce festival. Ils vont se mettre en place tout doucement à partir de mi-mai, je crois, par rapport aux autorisations administratives, avec juste une petite guinguette pour commencer, qui s'appelle le Poney Club. Je leur fais de la publicité parce que vraiment, c'est pareil. Ce sont des gens qu'on a rencontrés un peu. C'est le hasard, mais c'est de l'engagement. Ils sont ouverts à l'écologie, à l'intégration, ils vont faire attention au accès pour les handicapés. Voilà, à chaque fois, on retrouve des valeurs humaines, quoi. C'est vraiment ce qui nous lie. Est-ce qu'on peut, alors, on a évoqué globalement les actions, les démarches que vous faites, mais alors est-ce qu'on peut revenir un peu sur Balma et très localement, donc tu viens de parler d'actions qui ont lieu à Toulouse, dans la métropole. Est-ce que sur la commune de Balma, puisqu'on est sur la page de Balma 31, il y a des choses programmées, alors peut-être que Sophie pourra mieux répondre à cette question, mais est-ce qu'il y a des clean-up bientôt programmés par exemple, ou des runs avec René Cotim, il y en a déjà eu dans le coin? Alors, les copains Philippe et tous ces coureurs sportifs, etc., ou qui marchent aussi, sont déjà venus participer à plusieurs clean-up effectivement par le passé. On a mis en stand-by nos clean-up mensuels
que l'on organisait main de maître par Marie Tourbillon et Bertrand Sautreau, avec tous les amis de l'association Balma 31 à l'époque. Mais la pandémie, ça s'est calmé. En revanche, évidemment, on a hâte, on est dans les starting blocks. Alors, comme on ne peut pas aller faire des grosses manifestations comme on les faisait, on est monté jusqu'à 200 personnes, si tu t'en souviens, Emmanuel, au clean-up du Cyprier, le quartier du Cyprier, en présence de Gilles Alma, quand même, un comédien qui arrive de Paris. On l'embrasse très, très fort, Gilles Alma, très engagé également. Donc, on est dans les starting blocks. On a choisi, du coup, de faire différemment pendant cette période. Donc, on s'est mis à collecter de plus en plus solidaire, d'accentuer ce mouvement. Je mettrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, des points de collecte que l'on a identifiés ou que l'on a créés dans Balma, qui sont ensuite redispatchés sur nos assos. Bien évidemment, cette année, on repart sur le World Cleanup Day local à Balma, le 18 septembre. Et comme le disait Xavier, nous, on va essayer de le faire, on aime bien faire les choses longues, grandes, d'envergure à Balma, comme on l'a fait pour le Téléthon pendant 8 ans. On va essayer de monter une semaine solidaire en faveur du World Cleanup Day et surtout de notre planète, de motiver les commerces qui peuvent faire autour de chez eux et pourquoi pas avec des clients sympas qui ont envie de trouver une activité qui a du sens. Bien sûr, on va essayer de motiver et je lance un appel à tous nos chefs d'entreprise qui sont dans des immeubles ou autres. Et on le sait, en bas des immeubles, quand il n'y a pas de cendrier ou autre, c'est un cauchemar. Donc, on va essayer de leur donner envie de faire du team building, de se servir de ça pour créer du lien dans leurs équipes et de sensibiliser encore plus. Les clubs sportifs, forcément, on va aller voir nos 3 grosses assos qui pratiquent et qui utilisent tout le temps les infrastructures du stade municipal, par exemple. C'est super intéressant aussi pour eux, sans doute, de monter une opération de nettoyage autour du stade. Ceux qui sont au gymnase municipal, on se souviendra par exemple que le club de hand, et on les remercie encore, ils sont venus pour nettoyer aussi dans nos clean-up. Là, on va peut-être leur proposer de s'unir, et puis c'est sympa, ils vont se retrouver, s'unir pour nettoyer autour du gymnase et du collège. On va aller voir les collégiens, on connaît plein de monde, voilà. Je suis à fond en fait. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait au moins qu'on puisse. Moi, je me suis mis ça dans la tête qu'à Balma, on puisse avoir 20 points, peu importe si ce sont des grosses ou des petites opérations de collecte, mais rien qu'à Balma, une vingtaine de points de collecte parce que on pourra pas faire les grands clean-up. Enfin, moi, en tout cas, je ne pousse pas à faire des gros clean-up comme on avait l'habitude de le faire. Mais en revanche, une vingtaine à 10, 15. Je pense que c'est vraiment possible. Dans la rue, motiver ses voisins, etc. Donc, tu peux compter. 20 collecte ou 20 clean-up? Excuse-moi, c'était pas clair. J'aimerais bien qu'il y ait 20 points de collecte dans Balma pour le World Cleanup Day, la semaine du World Cleanup Day. Et je pense que c'est vraiment atteignable. Et puis, je voudrais dire aussi qu'avec les copains du World Cleanup Day Balma, donc Marie et Bertrand, on va peaufiner là, incessamment sous peu, nos envies et nos actions, mais on a déjà validé le fait que, et grâce à Café Bricole de Balma en transition, ça y est, ils sont dans la boucle, ils ont dit oui, si vous récupérez des matériaux qui ont besoin d'être désossés pour valoriser le fer, valoriser le bois, etc., ils seront là. Donc, on va les mettre à un endroit et tout ce qui aura besoin d'être démonté, ils vont le démonter. Je leur dis merci, ça s'est tombé hier aussi. Bravo. Une ville en transition, quoi, avec des ressources humaines. J'en ai la chair de poule parce qu'il y a de l'envie, il y a de l'amour, il y a du besoin de trouver aussi. Pendant que je ne fasse pas du coq à l'âne, on est tout à fait dans le même sujet. Je voulais reparler juste des canettes un instant. Qu'est-ce qu'on en fait des canettes qui sont récupérées? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors, les canettes, en fait, elles sont d'abord triées parce qu'il y a d'un côté canettes en alu et canettes en acier. Les canettes en acier sont aimantables. Elles sont rachetées donc par les recycleurs. Les canettes en alu, elles rapportent entre 3 et 4 fois plus cher au niveau de la valeur financière. On a fait une moyenne en fait au niveau national. Ces recycleurs, donc il y en a qui vont broyer la matière. Cette matière en fait va rentrer dans la composition pour refabriquer et recréer l'aluminium.
Donc, ça va rentrer dans la composition d'un avion, d'une voiture, d'un train, d'une trottinette, d'un vélo, enfin voilà, des ustensiles de cuisine, ou tout ce qui est les bombes aérosols et compagnie. Et puis, il y a la matière en fait, qui va repartir et qui sera revendue aussi par ce recycleur parce qu'il va faire sa marge. Donc, ça sera vendu à un grossiste qui, lui, va le vendre encore à un autre grossiste et ainsi de suite. En fait, ça fait le tour de la France, en l'occurrence. Ça va arriver dans des fonderies. Et puis, voilà, après, la matière redevient de la matière. Mais c'est surtout qu'en fait, ça permet surtout d'économiser les matières premières, les ressources vierges de cette planète. Ça évite d'aller de l'autre côté de la planète avec un bateau pour le remplir de cailloux. Et puis, de le ramener ici en France pour, avec tout ce qui est le système d'électrolyse, refabriquer l'aluminium, gaspiller de l'eau, l'électricité, tout ça. Donc, en fait, ce sont toutes ces grosses sociétés de recyclage qui rachètent la matière au prix du marché. Ils nous reversent toutes ces petites sommes d'argent et nous, toutes ces petites sommes d'argent, en fait, on les mutualise et ça nous permet, en fait, de redonner des gros chèques. D'accord. Oui, parce que je crois d'ailleurs, attends, bon, on a parlé du chien, du coût, etc., mais je ne crois pas qu'on ait précisé le montant du chèque que Canet Partage a remis en surprise à l'association Les Amis de Fambine. On a remis à Valérie Lopez, en fait, donc la représentante de l'association Les Amis de Fambine, donc un chèque de 1 000 € qui représente la valorisation de 500 000 canettes. Pour nous, ça a du sens aussi sur le fait que ça aide des enfants au Sénégal, puisque l'île de Fambine est une île en face du Sénégal. Ça permet aux enfants en fait de pouvoir aller à l'école. Ça permet à ces enfants en fait d'être hospitalisés et d'avoir des soins médicaux. Et puis c'est vrai que quand on est allé à la classe de CP avec Philippe, on a pu expliquer aussi aux enfants que sur la planète, il y a des enfants en fait qui n'avaient pas le droit et qui n'avaient pas la chance d'aller à l'école. Il y a des enfants qui doivent traverser des rivières. Il y a des enfants qui doivent traverser des ponts de sable. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce que d'un côté, c'est la guerre et de l'autre côté, l'école est super loin et super chère. Donc, c'est vrai que c'est aussi une richesse, une chance d'habiter en France parce que l'école est gratuite. Et puis, le fait d'apprendre et d'acquérir tout ce savoir, c'est une vraie richesse parce que ça permet de se développer d'abord soi-même. Et puis, ça permet en fait aussi de repartager son savoir et ainsi de suite. Ainsi de suite. Il n'y a pas que l'économie qui est circulaire aussi, il y a aussi le savoir, quoi. Et puis les Amis de Fambine, je précise, récupèrent des bouchons en liège, depuis à plus de 3 tonnes de bouchons en liège qu'ils ont déjà récupérés, qu'ils font recycler, qui leur permet aussi de financer leurs actions. Ils ne font pas que ça, mais le geste que vous avez fait. Les stylos, les gourdes de compote. Oui, aussi. Tout à fait. Dans la diversité des personnes contactées, je voulais juste dire un grand merci pour une radio qui est tenue par des adolescents. Tu as des concurrents ou des futurs partenaires. Donc, en fait, ils s'adressent à des ados. C'est une radio nationale qui démarre. Et j'avais voulu pour Brax, pour ce que je voulais faire au début, pour Brax, pardon, faire en sorte qu'ils puissent être associés à ça. Ils ont pu interviewer différentes personnes. Et ce que j'ai trouvé vraiment super, c'est qu'il y a un des jeunes participants à qui on a donné le micro. Et il a fait le journaliste et il a posé des questions et il répondait du tac au tac. Et voilà, c'est peut-être une future vocation, mais c'était juste génial de voir ces enfants-là prendre en main. Comment s'appelle la radio qu'ils ont créée? WebAdo, W-E-B, Ado, A-D-O-S. D'accord. C'est une web radio, comme son nom l'indique, qu'on peut trouver directement. D'accord. C'est une radio européenne. Hein. C'est cool. Bien, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a fait le tour, d'après vous, de tous les messages que vous vouliez diffuser, envoyer? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter? Oui. C'est toutes les associations, entreprises, quelle que soit la commune, mais bon, spécialement sur Balma aujourd'hui, parce qu'on en parle. Si vous voulez mettre à disposition du public un petit container métallique, un container qui ne craint pas les intempéries, de façon à ce que les gens puissent déposer les canettes, les bouchons, les stylos, différents objets comme ça qui pourraient partir parfois sur des incinérateurs ou dans l'estomac d'une vache. Elle a juste de les déposer dans ces containers et ça aiderait vraiment grandement toutes ces associations solidaires. Il serait intéressant de recenser tous les points de collecte parce qu'il y en a, on en parlait chez Balma 31, l'école Cabanis, il y en a aussi au niveau de la mairie et des bâtiments municipaux. Et
Ce qui est très intéressant psychologiquement au niveau des humains, c'est qu'en fait, le déchet, quand il est trié, il n'a plus cette valeur de déchet. Un déchet, en fait, il faut savoir qu'un déchet est souillé par d'autres déchets. Et au niveau des gens, en fait, quand le déchet il est trié, du coup, il a plus de sens à avoir une valorisation et il a plus de valeur, en fait. Oui. Et juste pour schématiser ce que je viens de vous dire, c'est qu'on avait mis en place des colonnes pour récupérer les canettes. Et donc, le citoyen reste un citoyen. Il y a des gens qui mettaient des bouteilles plastiques, des bouteilles en verre. Et le problème, c'est qu'en fait, nous, notre collecte, elle était souillée par d'autres déchets. Du coup, le recycleur ou le ferrailleur, en fait, ne pouvait plus valoriser cette matière qui avait été mise de côté avec le cœur par les gens. Et du coup, en fait, tout ça était perdu et ça repartait soit à l'enfouissement, soit à l'incinération. Donc, c'est vrai que chaque déchet trié, finalement, a vraiment sa valeur. Le tri a du sens. Rappelons quand même que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne fait pas, peut-être Je suis aussi. tellement d'accord. Et ma foi, bon. Ça coûte une fortune aux collectivités, le mauvais tri. Et de les aider, les collectivités, je suis sûr, peuvent aider les associations, donner une partie de ce qu'elles dépensent pour le mauvais tri pour aider les associations. C'est un de nos objectifs parce que inclure les collectivités, c'est important. Il y a plein de choses à faire. Et justement, pendant la pandémie et pendant le confinement, en fait, c'est là que les collectivités territoriales en fait, ont dépensé le moins d'argent au niveau du tri des déchets, puisque tous les Français, on était tous bloqués chez nous. Du coup, on a tous pris du temps à faire la cuisine et à trier nos propres déchets. Du coup, en fait, il y a eu très, très peu de pourcentage en fait, de non triés. Et du coup, les collectivités en fait, ont pu économiser beaucoup d'argent. Un mal pour un bien. Tant mieux. Tant mieux. Ce qui est important, c'est que, vous le voyez, hein, on est tous d'associations différentes, mais c'est bien la synergie de ce qui se passe entre toutes ces associations. Et il y en a plein d'autres. Là, on parle de 3 associations, mais il y en a plein d'autres. Champ d'action, Surfrider, et je vais en oublier, et je vais me faire tirer les oreilles. Sea Shepherd. Et en fait, toutes ces associations-là, elles travaillent en synergie, on n'est pas en concurrence. Et franchement, je vous le dis, sur la région de Balma, sur la région de Toulouse, on travaille vraiment les uns avec les autres. Et ça, c'est hyper important. Parce que les résultats, on les voit. Et typiquement, je vais vous donner un exemple. Il y a Zero Waste Toulouse qui a lancé un appel pour une Garonne sans plastique. Évidemment, Canet Partage, Run Eco Team et le World Cleanup Day ont été signataires. Et on ne parle pas d'être vindicatif. On parle de faire des propositions extrêmement concrètes basées sur des choses qui ont marché ailleurs, que l'on amène vers Toulouse Métropole. On a rencontré des gens importants et décideurs de Toulouse Métropole avec ces propositions. Et c'est la synergie. Il y a même des entreprises qui sont signataires. Et on fait des propositions. On est là pour proposer, pour améliorer, et on sent que le citoyen est en train de plus en plus de prendre conscience de ça. Parce que tout ça a un impact sur le climat, évidemment. Les déchets, le CO2, ça a des équivalents CO2, etc. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui s'amplifie, et honnêtement, sur Balma et sur plein d'autres villes de la région toulousaine, il y a quelque chose qui se passe, et quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et on finit par travailler ensemble, et ça, c'est beau. Franchement, moi, je ne me lasse pas. Je ne me lasse pas de travailler avec tous ces gens-là. C'est un vrai bonheur. Ça favorise l'implication citoyenne également. Voilà. C'est prendre part au monde d'aujourd'hui à travers un petit déchet, peut-être au départ pour certains, mais d'ouvrir les yeux sur ce petit objet. C'est faire prendre conscience de beaucoup de choses sur notre façon de nous déplacer, de notre façon de manger, sur plein de choses. Après, bon, c'est pas notre partie, mais ça permet d'introduire cette problématique et ça marche parce qu'on voit de plus en plus de personnes qui participent à des clean-up ou des plugins, enfin voilà. Et il y a plein d'associations qui se créent. Sophie, tu as cité Nettoie ton kilomètre, avec des gens très actifs. On a sur Toulouse une nouvelle association qui s'appelle Projet Rescue Océan. C'est pareil, c'est des jeunes, ils ont une patate d'enfer, ils y vont, ils veulent y aller, c'est festif. Enfin, il y a quelque chose, on le fait dans la joie. Ça j'insiste là-dessus. Si vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous verrez que on rigole, on fait des photos un peu marrantes. Je veux dire, on est sérieux parce qu'on sait que c'est pour les gamins au final. Hein. Je veux dire, on a toujours ça derrière nous, ou avec nous plutôt.
mais on le fait en se marrant et puis Avec grand plaisir. avec grand plaisir, en amitié, puis on développe des réseaux qui sont tout à fait positifs. Et ça, dans le monde actuel, je pense que c'est une vraie richesse. C'est sincère, bienveillant, ludique. On prend notre pied et c'est génial. Venez. Eh ben justement, vous me faites la transition tip-top. Si on n'a plus de questions à se poser, ça va faire plus d'une heure, enfin, ça fait un bon petit moment qu'on discute. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on mette en conclusion de notre échange votre vidéo. Je vais vous la piquer. Je vais laisser nos amis juger d'eux-mêmes. Je ne dis rien, mais votre dernière vidéo pour le challenge 50 000 canettes, moi, elle m'a beaucoup, beaucoup plu. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao, à bientôt. Merci Manuel pour cette interview. Merci Sophie. Merci Sophie. Merci Manuel. Merci les gars. À bientôt les Balmanais. Allô la Terre! Bon, les plus grands scientifiques du monde se sont réunis pour pouvoir trouver le meilleur outil de mesure pour le challenge de 50 000 canettes 2021. On va faire ce challenge non pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Une canette 15 grammes. Et si vous voulez jouer avec nous, bah, c'est pas très compliqué. Vous nous contactez. Et puis, tout ça, c'est pour les gamins, c'est pour Canette Partage, pour les enfants vulnérables. Celles-ci, on les a gardées pour un raid handisport. On va faire des trucs super encore. On vous montrera. À suivre, les amis. Et tout ça, donc, au profit des enfants vulnérables pour l'association Canette Partage. Des canettes dans la nature? Non mais allô, quoi!